Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, de prime abord, peut sembler un peu aride, mais qui en réalité touche au cœur de la vie de plus de 10 millions de foyers en France. Le droit de la copropriété. Une vague de réformes, assez discrète mais profonde, est en train de tout changer pour 2025. Et là, on ne parle pas de petits ajustements, non, mais vraiment d'une redéfinition de ce que ça veut dire habiter ensemble. Notre mission, c'est de regarder ce que toutes ces nouvelles lois changent pour de vrai dans la vie de tous les jours, comment les décisions vont se prendre maintenant, est-ce qu'on va nous forcer à faire des travaux hors de prix, et est-ce que notre immeuble va se transformer en start-up, quoi, avec de la blockchain et des jumeaux numériques. On va essayer d'y voir un peu plus clair. C'est exactement ça. Et le point de départ, c'est de comprendre que ces lois ne sortent pas de nulle part. Elles sont la réponse très directe à trois grandes secousses de notre époque. D'abord, l'urgence climatique, qui oblige à s'attaquer aux fameuses passoires thermiques. Ensuite, la révolution numérique, qui s'infiltre partout. Et puis enfin, de nouvelles attentes sociologiques. On veut plus de flexibilité, plus de participation. C'est tout le système de la vie en commun qui est repensé. Alors, commençons par le pouvoir. Qui tient les rênes dans l'immeuble de 2025 ? On a cette image du duo classique, le syndic qui gère et le conseil syndical qui surveille. Est-ce que cet équilibre bouge ? Ah, il ne bouge pas, il bascule, carrément. Le grand changement, c'est la montée en puissance du conseil syndical. Jusqu'ici, il donnait son avis, mais bon, il ne décidait pas de grand-chose. Désormais, il a les mains libres pour engager des dépenses courantes, pour tout ce qui est en dessous de 5% du budget prévisionnel. D'accord, et concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, pour changer une ampoule dans le hall ou signer un petit contrat d'entretien, plus besoin d'attendre la grande messe annuelle de l'Assemblée générale. Ça devrait rendre la gestion beaucoup plus réactive, quoi. Plus de pouvoir, ça veut aussi dire plus de responsabilité. Est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître des super concierges au conseil syndical, des gens qui décident de tout, un peu seuls dans leur coin ? C'est un vrai risque, et la loi tente d'y répondre. Ce pouvoir accru s'accompagne d'une responsabilité juridique plus forte. Si le conseil syndical engage une dépense jugée, disons, inutile ou trop chère, ses membres peuvent être mis en cause personnellement. Ah oui. Ce n'est pas un chèque en blanc. L'idée, c'est de responsabiliser. Et pour l'épauler, une fonction très surprenante a été créée, le référent numérique. Le référent numérique, ça sonne très Silicon Valley pour une réunion de copro, non ? C'est obligatoire ? Et il fait quoi exactement ? Il répare le Wi-Fi de l'immeuble ? Pas tout à fait. Mais on n'en est pas si loin. C'est obligatoire dans les immeubles de plus de 50 lots. Sa mission, c'est de piloter la transition digitale. S'assurer que l'extranet fonctionne, que les documents sont bien numérisés, mais surtout, et c'est le point crucial, il est le garant de la conformité au RGPD, le règlement sur la protection des données. Ah d'accord. C'est avec tous ces outils, l'immeuble collecte une masse d'informations sur ses habitants. Le référent numérique, c'est le signe que gérer un immeuble aujourd'hui, c'est aussi gérer de la data. Et cette digitalisation, j'imagine qu'on la retrouve dans les assemblées générales. Fini les réunions à 22 heures dans le local à vélo. C'est l'objectif, oui. Le modèle par défaut, c'est l'assemblée hybride, où l'on peut voter depuis son canapé. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est la manière forte utilisée pour lutter contre l'absentéisme. La loi a introduit une sanction financière automatique si un propriétaire s'absente 3 fois de suite sans donner son pouvoir. Attendez, une amende pour ne pas être venu ? C'est quand même radical. Ça représente quoi concrètement ? C'est symbolique ou ça fait vraiment mal. Ça peut faire très mal. Le calcul est basé sur les tantièmes, c'est-à-dire votre part de l'immeuble. La formule, c'est 5% de la valeur de vos tantièmes multiplié par le budget annuel. Pour un appartement moyen, ça peut facilement représenter plusieurs centaines d'euros. Ah oui, quand même ! Le message est clair. Ne pas participer a désormais un coût. Et le Conseil constitutionnel a validé la mesure en disant que le droit de propriété, ce n'est pas le droit de se désintéresser des affaires communes. On change complètement de philosophie là. On passe de l'incitation à la contrainte. Et dans ce nouveau jeu de pouvoir, quelle est la place du syndic ? On a l'impression que c'est un peu le grand perdant de l'histoire. Son rôle est totalement transformé. Il passe du statut de gestionnaire un peu tout-puissant à celui de, disons, chef d'orchestre, de coordinateur technique au service d'un conseil syndical qui pilote. Et la plus grande révolution, c'est que sa rémunération est maintenant, en partie, liée à sa performance. Ah, ça c'est intéressant. Oui, avec des indicateurs très concrets, le taux de charge impayé qu'il arrive à récupérer, le temps de réparation d'une panne, et même une note de satisfaction des habitants. S'il est mauvais, ça se verra sur sa facture. La relation est beaucoup plus saine. D'accord. Donc une gouvernance plus partagée, plus numérique et qui demande plus d'implication.
Et cette nouvelle organisation, elle va devoir faire ses preuves sur le plus gros morceau, la rénovation énergétique. C'est le test ultime. Et là, le temps des discussions est terminé. Le calendrier est très strict. Toutes les copropriétés classées majoritairement F ou G, les passoires thermiques, ont jusqu'au 1er janvier 2025, donc demain, pour voter un plan de travaux. Et sinon? Sinon, c'est l'astreinte administrative, une amende qui tombe tous les mois jusqu'à ce que la situation soit réglée. La pression est maximale. L'outil de mesure pour tout ça, c'est le DPE collectif, le diagnostic de performance énergétique. Concrètement, ça se passe comment? Alors, il est obligatoire depuis début 2025 pour les copros de plus de 15 lots. C'est un check-up complet du bâtiment. Des experts analysent tout. L'isolation, les fenêtres, le chauffage, et ils livrent un rapport qui est la feuille de route de la rénovation. C'est un investissement environ 300-500 € en moyenne, mais il est subventionné à 70% par MaPrimeRénov', pour que le coût ne soit pas un frein. Voilà, on y vient. La question qui fâche, qui paie pour ces travaux qui peuvent se chiffrer en dizaines, voire centaines de milliers d'euros? C'est le nerf de la guerre. Pour ça, la loi a musclé un outil qui existait déjà, mais qui était souvent un peu anémique. Le fonds travaux. C'est une sorte de livret A de l'immeuble. Non seulement il devient obligatoire, mais la cotisation annuelle minimum est fortement augmentée. On passe à 5% du budget annuel et même 8% pour les plus énergivores. L'idée, c'est de forcer une épargne collective pour ne pas être pris au dépourvu. Oui, mais même avec ça, on sait très bien que dans certaines copropriétés, c'est impossible de se mettre d'accord. Que se passe-t-il si l'Assemblée générale bloque et refuse de voter les travaux? C'est là qu'intervient ce que certains appellent l'arme nucléaire de cette réforme. En cas de blocage, le préfet a maintenant le pouvoir de se substituer à la copropriété. Pardon, hein? Le préfet peut débarquer et forcer des travaux dans une propriété privée. Ça me paraît complètement fou. C'est légal, ça? C'est une mesure choc, oui, mais elle a été validée par le Conseil d'État. Le raisonnement, c'est que la lutte contre le changement climatique est un motif impérieux d'intérêt général qui peut justifier une atteinte très encadrée aux droits de propriété. Concrètement, le préfet nomme un administrateur qui prend les commandes, fait réaliser les travaux d'office et la facture est ensuite envoyée au copropriétaire. C'est une épée de Damoclès pour forcer la décision. On voit bien la logique. Pour gérer des projets pareils, il faut des outils plus performants que le classeur qui prend la poussière chez le syndic. Et c'est là, j'imagine, qu'arrive la grande vague numérique. Exactement. Le pilier de cette numérisation, c'est le carnet numérique d'entretien, qui est devenu obligatoire. Il faut l'imaginer comme le passeport digital de l'immeuble, une plateforme en ligne où tout est centralisé. Les plans, les diagnostics, l'historique des pannes. Et on entend parler de technologies qui semblent venir d'un autre monde. La blockchain, les contrats intelligents. Franchement, ça sonne un peu gadget. C'est vraiment utile pour gérer une fuite d'eau? Ça peut paraître abstrait, c'est vrai, mais les applications sont très concrètes. La blockchain, par exemple, elle est maintenant utilisée pour certifier les procès-verbaux d'AG. Ça garantit que le document n'a pas été modifié. C'est une sécurité juridique énorme. Quant aux contrats intelligents, on les voit dans la maintenance. Le contrat peut être programmé pour que le paiement au chauffagiste se déclenche automatiquement après son intervention. Ou à l'inverse, qu'une pénalité soit déduite s'il a mis trop de temps. C'est plus clair. On parle aussi de domotique collective. Ça veut dire que c'est l'immeuble lui-même qui devient intelligent. C'est l'idée. Dans les copros de plus de 20 lots, la loi impose maintenant des systèmes de gestion technique centralisés, des capteurs qui vont piloter intelligemment l'éclairage, le chauffage. Les études montrent que ça peut réduire la consommation d'énergie de près de 20%. Pas négligeable. Absolument pas. Mais toute cette technologie, ça soulève la question fondamentale de nos données personnelles. L'immeuble sait quand on rentre, quand on sort. La CNIL a dû mettre le holà et a publié un guide très clair. En résumé, le syndicat des copropriétaires, donc les propriétaires, est le responsable. Le syndic, lui, n'est qu'un sous-traitant. C'est une distinction capitale. Et le point d'orgue de tout ça, c'est un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, le jumeau numérique de l'immeuble. Il faut nous expliquer ce que c'est. Le jumeau numérique, c'est un peu l'avatar de votre immeuble. C'est une maquette 3D ultra détaillée et interactive, connectée à toutes les données en temps réel. L'âge de la chaudière, la consommation d'eau. C'est un outil de pilotage incroyable. On peut simuler l'impact de travaux ou même prédire une panne. C'était réservé au gratte-ciel, mais ça se démocratise. C'est fascinant. Tous ces changements techniques, ça bouscule forcément la vie en commun. La frontière entre ce qui est à moi et ce qui est à tout le monde devient plus floue, non ?
Tout à fait. La loi a clarifié beaucoup de zones grises. Par exemple, elle a créé un vrai statut pour le droit d'utiliser un jardin ou une terrasse qui sont des parties communes. On peut maintenant vendre ce droit d'usage. Elle a aussi simplifié les règles pour racheter un bout de couloir ou des combles. Plus de souplesse et de complexité, ça veut souvent dire plus de risques de conflits entre voisins. Comment on évite que tout ça finisse systématiquement en tribunal? Là aussi, on change de philosophie. Pour tous les petits litiges, en dessous de 15 000 euros, il faut d'abord passer par une médiation obligatoire. Un médiateur essaie de trouver une solution à l'amiable. L'idée est de désengorger les tribunaux. Et ça marche. Les premières stats montrent un taux de réussite de 72%. Et si le conflit est plus grave? Contre un promoteur pour des malfaçons, par exemple? Pour ces cas-là, un nouvel outil très puissant a été donné aux copropriétaires, l'action de groupe. C'est un peu notre version des class action américaines. Si un groupe de propriétaires, représentant au moins 20% des parts de l'immeuble, s'estime lésé, il peut attaquer en justice collectivement, contre un syndic, un fournisseur. Avant, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Maintenant, l'union fait la force. D'accord, alors si on essaye de prendre un peu de hauteur, on a des propriétaires qui sont beaucoup plus impliqués, qu'ils le veuillent ou non. On a un énorme projet écologique collectif sur les bras qui est devenu une obligation, et une gestion quotidienne qui ressemble de plus en plus à celle d'une petite entreprise high-tech. C'est la synthèse parfaite. Et si on connecte ça à une vision plus large, on voit que ce n'est pas juste un millefeuille de loi. C'est la construction d'un nouveau contrat social pour l'habitat collectif. C'est un nouvel équilibre qui se dessine. Un équilibre entre le droit de chacun d'être tranquille chez soi et la responsabilité collective de prendre soin d'un patrimoine commun. L'immeuble n'est plus vu comme une addition d'appartements, mais comme un écosystème à gérer durablement. C'est une excellente façon de voir les choses. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Avec ce jumeau numérique qui sait tout de la vie du bâtiment et la collecte massive de données sur nos habitudes, une question va forcément se poser. À qui appartiennent vraiment les informations que nos logements génèrent sur nous? Et que voudra dire le concept de vie privée dans un immeuble entièrement connecté et demain peut-être géré par des algorithmes?